Bien. Nous allons démarrer donc cette journée technique, cette demi-journée technique. Alors, tout d'abord, donc, je vais me présenter. Donc, je suis Valérie Vert. Donc, je suis la vice-présidente de l'AF5V. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, donc AF5V, c'est l'association des usagers du vélo, des véloroutes et voies vertes des vallées de l'Oise. Et je suis également responsable de l'antenne AF5V de Pont-Sainte-Maxence et des communes de la CCPOH. Alors, je vous remercie d'être présent à cette journée technique sur le thème. Donc, vous avez le programme qui est affiché. Donc, le thème qui a été choisi, c'est aménagement, intermodalité, ruralité, tourisme. Quelles avancées, quelles perspectives pour le vélo dans l'Oise et en France. Je vais d'abord remercier la ville, évidemment de Pont-Sainte-Maxence, qui soutient donc, cet événement. Alors, monsieur le maire de Pont-Sainte-Maxence, monsieur Arnaud Dumontier, qui va nous rejoindre, monsieur Vermeulen, adjoint en charge des travaux, de l'urbanisme, de la voirie, de la préservation du patrimoine, de la protection de l'environnement, que je n'ai pas encore vu, mais qui va également nous rejoindre. Je tiens également à remercier les services de la ville de Pont-Sainte-Maxence qui nous aident à organiser donc, cette journée. En particulier donc monsieur Quentin Brighton qui est ici présent, directeur de la vie associative, culturelle et sportive. Également monsieur Jérôme Verschelden, des services techniques, qui est également présent, qui nous a aidé donc, à la sonorisation notamment et aux aspects techniques ici. Et puis aussi, donc, je voudrais remercier la bibliothèque Reine Philibert qui nous accueille aujourd'hui donc, dans ses locaux. Madame Christine Dussard qui est responsable et sa collègue Madame Mélanie Coquertz. Alors, vous avez donc ici affiché à l'écran le programme de la journée. Donc vous voyez, en fait, nous allons commencer par 4 présentations qui seront suivies par un temps d'échange. Et puis ensuite, il y aura à nouveau 2 présentations et un temps d'échange avec la salle, donc avant la clôture. Pour les intervenants, donc, et pour la bonne organisation donc, de l'après-midi, pour laisser place aux questions, aux échanges, parce que c'est vraiment un des objectifs de cette journée technique, je vous demanderai donc de bien vouloir respecter vos temps de présentation. Dans le hall, vous avez pu voir qu'il y avait des stands. Tous les stands ne sont pas encore pourvus de documentation. Vous aurez donc dans l'après-midi et en fin de journée la possibilité d'avoir également la documentation du PNR et du CREM qui vont nous rejoindre pour les présentations tout à l'heure. Donc cette documentation elle est mise à votre disposition, donc il ne faut pas hésiter à vous en servir. Suite à cette journée, donc, nous aurons le verre de l'amitié. Vous êtes bien sûr conviés à ce verre de l'amitié qui se tiendra donc dans le hall de la bibliothèque. Pour ceux qui le peuvent, la journée en fait se poursuit à la bibliothèque par une soirée débat autour du documentaire Why We Cycle, Pourquoi le vélo, qui sera diffusé donc ce soir dans l'auditorium à 20h30. Voilà, donc je vous souhaite de très fructueux échanges au cours de cet après-midi. Je vais céder la parole à Thierry Roch, qui est président de l'AF5V, pour une brève introduction, donc avant de passer la parole donc, aux différents intervenants. Merci Valérie. Si, il marche. C'est plus pratique. Bonjour, je suis Thierry Roch, comme l'a dit Valérie, président de la AF5V. Merci d'être venus si nombreux à cet après-midi d'échange. Je voudrais remercier surtout le travail de Valérie qui a accompli un travail de titan pour mettre en place cette journée, pour faire venir des intervenants très intéressants. Et je la remercie donc pour son travail. Et en remerciant évidemment la mairie de Pont-Sainte-Maxence qui a accepté donc de participer à l'organisation de cet événement. Tout le monde m'entend bien? Oui. Alors l'AF5V existe depuis 14 ans et on milite pour un meilleur partage de la voirie et pour encourager les mobilités actives et promouvoir des alternatives au tout automobile.
Le mouvement qu'on constate aujourd'hui, dont on parle beaucoup en ce moment, le mouvement des Gilets jaunes, est venu rappeler les inégalités au niveau du territoire en termes de mobilité et l'impact de la hausse du carburant sur des budgets qui sont très contraints. On paye ici des années de politique publique où la voiture a été mise en avant comme le moyen de transport pour tous, vanté par des publicités qui nous font croire que la voiture c'est la liberté. Dès que l'on refait une route aujourd'hui, c'est pour faciliter la circulation automobile, la fluidité du trafic et la sécurité des voitures. Dès que l'on réalise des travaux en ville, il faut penser au stationnement des voitures, qui passe quand même beaucoup de son temps à l'arrêt. On a installé des centres commerciaux en dehors des centres-villes. On a... Donc on a installé des centres commerciaux hors des centres-villes qui nous contraignent d'y aller en voiture, en désertant le commerce de centre-ville. On a laissé se dégrader les transports collectifs du quotidien. Bref, on s'est enfermé collectivement dans un système, tout voiture, qui petit à petit se retourne contre la collectivité et les citoyens. Nous avons rencontré plein d'élus cette année avec le parc naturel régional, notamment, et souvent, la première remarque, ils nous disent ah, le problème dans ma commune, c'est la circulation, les voitures, la route départementale, le stationnement. Et c'est voilà, l'image renvoyée par les élus, c'est une vraie problématique. Alors parallèlement, cette année, on a participé aussi à de multiples tables rondes, des échanges sur la question des mobilités. Il y a eu les assises de la mobilité au niveau national qui se traduisent dans la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui vient d'être présentée, et Sylvie Magnoun nous en parlera. Nous avons participé à des tables rondes pour les plans de déplacement mutualisés dans le sud de l'Oise, où on a beaucoup parlé vélo. L'UTC a lancé une grande enquête sur les mobilités, doublée d'une application smartphone, pour étudier les mobilités dans l'Oise. Et à quelques semaines d'intervalle, l'agglomération de Creil et le parc naturel inaugurent Réseau Pouce, une solution d'autostop organisé. Voilà, et autant dire que des solutions émergent. Et la région est très présente pour soutenir et remettre en état le réseau ferré. Alors, et le vélo dans tout ça? Si le vélo ne peut pas répondre à tous les déplacements, il est très efficace et plus rapide pour beaucoup des déplacements dans le quotidien. La part modale du vélo sur nos territoires est ridiculement basse, elle est très faible, entre 1 et 2%. L'objectif de l'État pour 2024, c'est 9%. 9 fois plus, autant dire qu'il y a quand même pas mal de travail. Alors qu'est-ce qui encourage les populations à enfourcher un vélo plutôt qu'un autre moyen de transport? Une voirie où le cycliste se sent en sécurité parce que la vitesse de tous y est réduite. Une voirie où il trouve sa place sur la chaussée grâce à des bandes cyclables tracées au sol, des trajectoires matérialisées, des chevrons, et il se sent plus à l'aise là où il est séparé du trafic automobile. Il y a les stationnements en gare, en ville, il y a des pistes cyclables en agglomération. Voilà ce qui encourage les cyclistes. Alors les collégiens, les lycéens devraient tous pouvoir aussi rejoindre leur collège à pied ou à vélo sur un itinéraire sécurisé, qui rassurerait les parents, qui les laisseraient plus facilement partir à vélo au collège, comme le fait dans la région le département du Nord. Mais le vélo doit nous permettre de sortir de la commune pour aller dans la commune voisine, au supermarché, à la sortie de la ville, dans des bonnes conditions. Le vélo à assistance électrique, qui connaît un grand succès, permet à beaucoup de reprendre le vélo qu'ils avaient abandonné et permet surtout d'étendre la zone de couverture du déplacement à vélo. Bref, le vélo c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, le commerce, la sécurité routière. Ça ne coûte rien ou pas grand-chose, ça rend la commune attractive. Alors comment arriver à en développer l'usage? Nous allons essayer de repartir tous enrichis de cet après-midi, des différentes fondations, des différents échanges, pour avancer vers plus de vélos. Voilà, merci. Bonjour à toutes et tous. Je me présente Jean-Charles Pazior, chef du service des circulations de bus françoise au conseil départemental, maintenant depuis 2006. Donc depuis 2006, le conseil départemental a engagé en son temps une grosse réflexion des études pour déployer dans le département de l'Oise un itinéraire de voie verte qu'on a appelé Transoise, donc d'est en ouest, du nord au sud. Donc il m'est revenu la responsabilité de contribuer au déploiement de cette infrastructure. Et pour mémoire et anecdote, je signale que le premier tronçon a été inauguré en octobre 2009 sur la digue des étangs de Pontpoint, ce qui a marqué le départ de cette infrastructure.
Voilà, depuis, il y a du chemin qui a été parcouru, et depuis 2015, il y a eu un petit stand-by dû à des budgets très contraints. Donc il a fallu que le conseil départemental puisse faire un état des lieux, de manière à voir quelles étaient les orientations. Et depuis, avec une maîtrise des budgets, les projets de voies de circulation douce ont pu reprendre depuis quelques mois. Voilà, donc le contexte. Aujourd'hui, nous avons 117 km hors passage dans les agglomérations qui ont été réalisés, qui sont constitués essentiellement par l'avenue verte Paris-Londres, donc de Saint-Germain-de-Fly, Beauvais, Clermont, Pont-Sainte-Maxence, Senlis, Chantilly, et on rejoint donc le Val d'Oise, et tout récemment le déploiement de l'eurovéloroute numéro 3, dite Scandibérique, qui parcourt le département donc d'Appy au nord-est du département jusqu'à Vers-sur-le-Net, et qui passe par Pont-Sainte-Maxence et Senlis. Donc vous pouvez le voir comme moi que Pont-Sainte-Maxence et Senlis sont au carrefour de deux axes internationaux importants. Alors effectivement, le plus important, c'est la Scandibérique, puisqu'elle fait plus de 5000 km en Europe. En France, 1712 km, et dans l'Oise, elle a un linéaire de 100 km. Donc ce sont des axes qui sont essentiellement en site propre, donc en voie verte. Nous avons toutefois des sites en voie partagée, mais l'objectif de ces infrastructures, donc de ces véloroutes, puisqu'une voie verte c'est un aménagement et une véloroute c'est un itinéraire. Le but est d'attirer le touriste, de faire découvrir le département, et donc chaque collectivité doit pouvoir s'emparer de cette infrastructure de manière à valoriser son potentiel propre touristique. Là, vous avez donc une carte qui retrace un contexte oisien, où vous avez donc les deux axes que j'ai évoqués précédemment. Vous avez aussi le projet d'Artagnan, qui est un projet équestre européen. Et puis vous avez en fait tous les petits endroits, les petits logos, où vous avez de l'accueil vélo, vous avez des sites touristiques, des éléments qui peuvent, je veux dire, être valorisés, mais pas que. Il y en a d'autres, et ça c'est à chaque commune que d'en faire la promotion. Alors, donc depuis l'audit et depuis l'état des lieux des finances du conseil départemental, on a eu effectivement l'opportunité, et le conseil départemental a relancé donc, les travaux qui avaient été gelés de manière à voir quelles étaient les orientations à suivre. Et effectivement, donc, nous avons relancé les études sur la section Rambillé-Auneuil, en fait, qui vient se connecter à l'avenue verte Paris-Londres, donc Beauvais-Gournay, qui va desservir la ville d'Auneuil avec un site classé, le musée, la maison boulanger et les usines boulanger, absolument magnifique. On a relancé les études tant attendues entre Senlis et Chantilly, puisque Senlis a deux voies de circulation douce, alors une voie verte et un axe doux nord-sud, Chamant-Senlis, et puis une voie qui traverse, comme Senlis, d'est en ouest. À ce propos, le conseil départemental a cofinancé ces aménagements. Il faut le souligner. Donc la voie verte Senlis-Chantilly se connectera au niveau de la RD 1330 aux aménagements déjà effectués. Et nous avons aussi eu la relance de l'aménagement de la section manquante, le petit chaînon manquant de 1,7 km entre Morue et Pont-Sainte-Maxence, qui est d'ailleurs financé par un financement européen Interreg 5, Eurocyclo, à hauteur de 50%, ce qui n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, cette subvention et ce projet l'Europe cofinance tous les aménagements que nous allons continuer à faire entre Appy et Vers-sur-le-Net, tout ce qui est sécurisation de traversées, d'autres aménagements en site propre, de la signalisation directionnelle, de manière à offrir aux cyclotouristes tant locaux que étrangers un itinéraire le plus sécure et le plus agréable possible.
sachant qu'effectivement, nous travaillons aussi dans le cadre du projet de canal Seine-Nord, à grand gabarit, dont j'ai aussi la charge au sein du conseil départemental. Nous veillons à ce que les circulations douces, et notamment les pistes cyclables, soient bien prises en compte. Donc, ce sont des sujets de discussion épiques, de manière à ce qu'on puisse créer, on ne sait pas encore comment, mais on puisse créer un axe qui va suivre ce canal, et ensuite que cet axe puisse rayonner à ce moment-là sous maîtrise d'ouvrage des collectivités locales ou intercommunales, de manière à irradier sur le territoire. Donc là, vous avez la carte de la programmation de la Françoise à ce jour, avec effectivement le petit kilomètre 7 chez nos manquants Montréal-Verberie qui a été inauguré le 14 novembre dernier en présence de Monsieur le maire et de Madame la présidente du conseil départemental et de Monsieur Thierry Roch qui était là. Alors, Rainville-et-Aulneuil, pour rapidement vous situer le projet, c'est un projet de plus de 6 km qui est en site propre sur un délaissé ferroviaire, avec une petite contrainte qui a son importance, c'est le franchissement de la déviation de la 31. Avec le plan mobilité, nous allons pouvoir étudier très finement la possibilité de déposer un dossier et de voir avec les différentes collectivités comment on pourrait s'organiser de manière à essayer d'avoir une passerelle au-dessus de la 31, sachant que ce genre d'infrastructure serait cofinancé par l'État dans son plan à hauteur de 50%. Là, on va commencer à réfléchir à ce sujet. La section Senlis-Chantilly, vous avez l'itinéraire que tout le monde connaît entre la 1330 et Vineuil-Saint-Firmin. Pourquoi Vineuil-Saint-Firmin? Je vais vous l'expliquer ensuite. Parce que vous avez une complexité ensuite à Vineuil. On ne peut pas traverser le golfe, parce que la voie appartient au golfe. Et ensuite, il va falloir qu'on trouve un itinéraire de jalonnement. Ça, je pense qu'avec l'AUCNB et tous les partenaires qui collaborent à ce projet, nous parviendrons à trouver un itinéraire de substitution à l'actuel D924 qui pose un petit peu de problème, mais qui permettra de pouvoir rejoindre Chantilly, alors de la meilleure manière possible pour venir à Chantilly, c'est-à-dire on descend légèrement, et par un autre itinéraire, on trouvera quelque chose qui évitera les petites côtes qui peuvent fatiguer les mollets de certains ou certains. Donc là, c'est un projet qui est relancé. Alors, il y a différentes contraintes sur ce projet, puisque c'est sur l'ancien délaissé ferroviaire, et le foncier appartient pour partie à des propriétaires privés ou à des collectivités locales, comme la mairie de Vineuil-Saint-Firmin. Donc il va falloir s'assurer de la propriété de ce foncier. Il va falloir affronter monsieur l'architecte des bâtiments de France. C'est pas gagné, mais on préfère l'associer dès le début de la réflexion de manière à ce qu'on ait toutes ces remarques préalables. On va aussi contacter l'Adréal de manière à les informer dès le départ. Mais l'objectif est de respecter le plus possible le site, l'environnement, de ne pas perturber les biocorridors écologiques, mais tout de même de pouvoir créer une infrastructure qui soit la plus opportune possible pour les différents usages. On nous interdira l'envolée, donc on va essayer de trouver un revêtement qui puisse aussi favoriser les rollers. C'est une catégorie que je ne veux pas oublier. Et bien évidemment, les personnes à mobilité réduite. Et les personnes à mobilité réduite, ce ne sont pas que les personnes en fauteuil, mais aussi les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, ou les mamans avec les landaux. Voilà. Quand on est un petit peu encombré, on ne se déplace pas comme quand on est complètement valide. Alors, le calendrier pour cette étude et pour ce projet, il dépend effectivement de la maîtrise du foncier et ensuite de l'autorité environnementale. Si tout se passe bien, on peut essayer, on peut envisager des travaux en 2020, mais il vaut mieux prendre ses précautions et nous tablons plutôt pour 2021-2022. La liaison Moru-Pontpoint,
inutile de vous la présenter, vous la connaissez toutes et tous maintenant par cœur. Je pense que vous y êtes allé faire un petit tour. C'est un petit chaînon manquant d'1,7 km, pas très compliqué techniquement à aménager. Bon, il y avait un petit peu de remblai. Le foncier a posé beaucoup plus de problèmes et en pose encore avec un propriétaire, un exploitant agricole. Mais c'était ce petit maillon qui en fait nous gênait et empêchait une continuité entre Pont, Saint-Maxence, Pont-Point et Compiègne, puisque hormis les traversées d'agglomération, on a là un itinéraire complet en site propre, que ce soit le long des départementales, sur les digues, le long de l'Oise pour arriver à proximité du lycée Charles de Gaulle. Ensuite, dans Compiègne, nous reprenons les pistes cyclables et après nous rejoignons Choisy-au-Bec. Et à Choisy-au-Bec, on reprend la forêt de l'Aigle. Et pour ceux qui veulent visiter, il y a une piste qui existe, qui a été aménagée par là, qui amène jusqu'à Reton. Là, on est typiquement sur l'itinéraire de l'Eurocyclo, la Scandinavie. Le département de l'Oise, c'est un partenaire privilégié des collectivités oisiennes. Donc, à ce titre, il propose aux collectivités un dispositif financier incitatif, à savoir que les collectivités peuvent bénéficier d'une subvention auto-intercommunale ou communale pour la réalisation de voies vertes avec un montant de travaux plafonné à 150 000 € du kilomètre hors taxe pour les voies vertes, et pour les autres aménagements, pistes cyclables, bandes cyclables, c'est un montant de travaux plafonné à 100 000 € du kilomètre hors taxe. Alors ce dispositif, il a porté ses fruits, puisque 2015, il a contribué à la réalisation de 12 projets structurants. Pour Saint-Maxence, on a bénéficié, la voie verte du Valois, la CCPOH, l'Arc, de l'autre côté du département, la Picardie verte, voilà, la CAC, le Pays Noyonnais, le Beauvaisis. Donc on essaie, au gré des dossiers qui nous sont présentés, de pouvoir subventionner tous les dossiers qui méritent de l'être. Et donc, en fait, ces 12 projets structurants représentent un linéaire total de plus de 40 km. Après, à charge pour les collectivités d'aménager ou de rayonner sur leur territoire. Et cette participation financière, elle n'est pas négligeable, puisqu'elle génère, elle s'élève à 3 800 000 €. En conclusion, les aménagements 2019-2020 Rungis-Léonel, on a lancé les études sur Chantilly. En 2019-2021, au titre du programme Interreg cofinancé par l'Europe, suppression de points durs sur l'Eurovélo 3 et sur la rue verte Paris-Londres, avec des aménagements complémentaires au gré des besoins et si il s'avère nécessaire. Les aides financières, la réflexion en cours sur le soutien aux aménagements doux dans le cadre des contrats territoriaux pour les voies sur berge dans le cadre du canal Seine-Nord Europe, comment on va pouvoir aider les collectivités et comment elles pourront les aménager. Et ensuite, la poursuite du dispositif existant. Ensuite, il y aura des projets d'aménagement qui se déclencheront au gré des besoins, c'est-à-dire qu'en fonction des aménagements, en fonction des demandes, en fonction des besoins exprimés, les demandes seront exprimées au cas par cas. Et les projets sont soit réalisés en maîtrise d'ouvrage départementale hors agglomération, étant précisé que tout ce qui est en agglomération incombe et revient à la compétence de la collectivité intercommunale ou communale. Et là, pour la mise en tourisme, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Donc je vais demander à Madame Marty de pouvoir expliquer mieux que moi, parce que là, j'avoue que ce n'est pas forcément mon domaine de compétence. De manière à pouvoir ce qu'elle puisse vous expliquer. Je vous remercie. Merci. C'est une bonne nouvelle, j'apprends. Je fais une intervention. Oui, pas de souci. Par contre, j'irai plus vite parce que c'est la même présentation. Ok, elle est un petit peu longue.
Puis il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent, j'ai tendance, une fois que j'ai le micro, à le garder assez longtemps. Donc je vais aller assez vite et je répondrai plus à vos questions si vous avez des questions derrière. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est que de toute façon, le conseil départemental nous a missionnés pour mettre en tourisme tous les aménagements qui sont réalisés soit en maîtrise d'ouvrage directe par le département, et c'est le cas de la Françoise, mais également toutes les voies vertes et tous les itinéraires, notamment ceux qui sont au plan départemental, pour qu'on les mette en tourisme de façon générale et que tout soit mis en musique comme le souhaite le département. Pour votre petite information, hier avait lieu notre assemblée générale Oise Tourisme, elle se déroulait aux archives départementales de l'Oise. Et la présidente du conseil départemental de l'Oise, Nadège Lefebvre, a bien confirmé hier devant tout le monde que justement la mise en tourisme et l'aménagement des véloroutes et voies vertes dans le département de l'Oise redevenait une priorité du département de l'Oise, et notamment leur mise en tourisme. Et même chose pour les transports fluviaux et pour le fluvial et notamment le tourisme fluvial, puisque c'était notre assemblée départementale, notre assemblée générale. Le tourisme fluvial donc fait partie des priorités et des missions qui nous sont données à développer. Voilà. Donc c'est un travail que l'on mène, que ce soit pour les voies vertes ou pour le transport fluvial, avec nos partenaires des ADRT limitrophes. Et notamment, hier, mon collègue Vincent Charlier était avec Seine-et-Marne Attractivité à Meaux pour travailler sur le fluvial et le fluvestre. Et je suis assez régulièrement aussi, notamment dans le cadre des programmes Interreg, avec mon collègue des ADT de l'Aisne, du Nord et du Pas-de-Calais, pour travailler, donc, et nos amis belges, partenaires belges, pour travailler justement sur un déploiement à la fois des services, mais également toute la mise en tourisme. Voilà. Donc, je vais passer, voilà. Bon, ça, ce sont des données que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Si on s'est lancé dans Oise Destination à vélo, et si on s'est associé à des partenaires, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, il y a un réel enjeu. Alors nous, on ne travaille pas forcément sur l'enjeu des mobilités, mais plus sur celui du tourisme et des retombées économiques sur nos territoires. Je vois M. Blanchard qui fait oui. Parce que sur le secteur, effectivement, Senlis, Chantilly, c'est un enjeu majeur, puisque vous l'avez officiellement déclaré dans tous les travaux que vous menez depuis plusieurs années. Et vous vendez d'ores et déjà l'avenue verte jusqu'à Royaumont, hors département. Voilà. Donc l'intérêt justement du tourisme à vélo, c'est que par rapport au tourisme classique, c'est un allongement de la période touristique, et notamment pour nous dans l'Oise, du fait de la proximité de la région parisienne, ça nous permet de beaucoup travailler sur les ailes de saison, on appelle ça les ailes de saison, c'est-à-dire avril-juin, on va dire, parce que juillet, août, d'autres destinations sont souvent privilégiées, mais également jusqu'à octobre, voire cette année jusqu'en novembre. Et là, Jean-Charles, je pense, le confirmera. Les statistiques sur la fin de saison au niveau des compteurs dans l'Oise sont relativement positives. On est a priori sur certains compteurs, notamment comme ceux du secteur de Compiègne, en augmentation de plus 11% donc sur la Scandibérique en l'occurrence. Bon, c'est en partie lié sur ce territoire-là à des déplacements et à de la mobilité, enfin à des déplacements utilitaires, mais pas que, parce qu'on retrouve cette augmentation également sur des compteurs qui sont plus des compteurs qui ont une vocation de loisir en fait. Et notamment ceux de la digue de Pontpoint, ceux qui sont autour de l'abbaye du Moncel, voilà. Donc sur le sud de l'Oise, pour l'instant, nous n'avons pas de compteur, donc on ne peut pas... Ça va venir. Mais ça va venir, voilà. C'est prévu dans le cadre des programmes européens, et on attend beaucoup justement de cela pour pouvoir justement évaluer toute la politique tourisme à vélo que nous mettons en place avec le département. Voilà. Alors oui, ce qu'on disait, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'un touriste à vélo, il est quand même plus intéressant qu'un touriste classique. Un touriste classique, c'est 45 à 55 € par jour. Un touriste à vélo, et là je parle plus du touriste itinérant, hein, c'est au moins plus 30% de plus que les clientèles classiques. Et ce qui est quand même très intéressant, donc là vous voyez les disparités, ce sont des données nationales. 58 c'est la Bretagne, je pense que c'est à peu près ce qu'on retrouverait sur notre secteur, une soixantaine d'euros, 60 à 70 € à peu près.
quoique les hébergements sont souvent plus coûteux chez nous. 105 €, c'est plutôt une cible allemande, puisque ça se passe en Alsace. Voilà. Mais bon, ça vous donne un peu la fourchette et l'intérêt justement de travailler sur ces clientèles à vélo. Mais pour travailler sur ces clientèles à vélo, il ne faut pas que de rupture, ni au niveau du cheminement, ni au niveau des services, ni au niveau de l'information. Donc nous, notre travail au niveau de Ouest Tourisme, c'est justement de faire, après que le département ait aménagé les itinéraires, de travailler sur des services adaptés, et notamment le déploiement du label Accueil, enfin du label, c'est une marque, pardon, de la marque Accueil Vélo, en priorité sur l'Eurovélo 3, c'est-à-dire la Scandibérique, et sur l'avenue Verte-Londres Paris. Mais de plus en plus, on peut s'appuyer sur le schéma départemental des circulations douces qui a été voté en 2006. Jean-Charles, c'est ça 2006, hein, le schéma départemental 2010 a été très... Voilà. Et donc, par exemple, on déploie le label Accueil Vélo également sur la boucle qui va jusqu'à Pierrefonds, également sur une grande boucle cyclable qui fait 160 km, qui emprunte un petit peu de la voie verte de l'Epte, qui nous est commune avec le département de l'Eure et également un petit peu de la Seine-Maritime, ce qui fait que on la déploie plus que sur ces grands itinéraires. Voilà. Et petit à petit, on espère encore le développer plus. Alors ça c'est très technique, voilà, 2 minutes. C'est juste pour vous montrer en fait qu'il y a une segmentation des... Alors nous on parle de segmentation des clientèles, mais en fait que les clients à vélo, ils sont multiples et variés, et que pour avoir des retombées économiques sur notre territoire et pour les attirer, eh bien, il va falloir jouer sur tous ces tableaux-là. D'où la complexité et d'où le travail à faire en amont. Voilà. Ça, ce sont quelques-uns des supports sur lesquels nous avons travaillé, parce qu'on considère qu'en fait, justement, ces véloroutes et voies vertes et ces itinéraires à vélo sont de vrais produits touristiques. Et d'ailleurs, on va plus loin, on essaie de leur donner du sens, pas uniquement le sens de se déplacer, de faire de l'itinérance pour aller par exemple de Londres à Paris ou de Trondheim à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais aussi on essaie de travailler sur des enjeux d'interprétation pour capter un peu plus les clientèles et les faire rester plus longtemps chez nous. Par exemple, sur la Scandibérique, donc l'Eurovéloroute 3, nous allons travailler, notre fil rouge, je devrais plutôt dire notre fil bleu, va être la route Stevenson, c'est-à-dire que l'auteur de l'île au trésor, Stevenson, son premier ouvrage a été sur un déplacement en canoë sur les canaux du Nord et jusqu'en Île-de-France, voilà, jusqu'à Pontoise. Voilà, donc les Hauts-de-France, et donc c'est pour ça qu'on s'associe aussi à nos collègues du Nord, nos collègues belges, puisque ça part d'Anvers et ça va jusqu'à Pontoise. Et on se dit que si on pouvait faire le même coup que le GR70 dans les Cévennes avec Stevenson, les retombées économiques, on les retrouverait. Mais en tout cas, on a trouvé un fil conducteur sur lequel aussi on travaillera avec des financements européens, Interreg. Voilà. Et puis, juste, je vais passer rapidement. Stevenson, je viens d'en parler. Je suis désolée, je n'avais pas vu la présentation depuis 3-4 mois. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment nous, au niveau de Ouest Tourisme, on intervient au niveau de la démarche. On est à la fois au niveau des comités d'itinéraire, celui de Londres Paris et celui de la Scandibérique. On travaille également sur l'Eurovélo 3 dans le cadre du programme Interreg. On accompagne les prestataires dans l'Oise. Là, je regarde encore M. Blanchard. Vous connaissez Bobby Bike, notre loueur de vélo préféré depuis cette année. Voilà, un nouveau loueur de vélo qui s'est installé, que l'on a accompagné avec le parc naturel régional Ouest Pays de France, pour qu'il s'implante dans de bonnes conditions. On lui a facilité le travail parce qu'il s'est installé qu'au mois de mai. Donc il ne fallait pas qu'il loupe sa saison et on a mis tous les atouts de son côté pour pouvoir l'aider. On l'a aidé à créer son site internet, etc. Donc ça fait partie de notre travail. Notre travail aussi, c'est de travailler avec des tours opérateurs et notamment on travaille avec une agence néerlandaise qui capte des clientèles on va dire près d'une quinzaine de pays et qui a testé pour la première fois la Scandibérique dans l'Oise cette année avec succès, tant et si bien. Ils l'ont fait sur 6 dates. Ils ont été à plan, ça a été la meilleure vente de leur catalogue, que l'année prochaine, ils vont doubler les dates. Mais au lieu de faire un simple Amsterdam-Paris, ils proposeront également un Paris-Amsterdam, ce qui permettra peut-être à notre loueur de vélo de
de louer ces vélos, ce qu'on espère. Et ils vont également proposer des séjours en liberté. Et puis après, les supports de communication que la plupart d'entre vous connaissent et qui sont à disposition ici, notamment le dispositif site internet, plus carte d'appel ou ASAV. Voilà. Merci beaucoup. Donc, qui va nous parler en fait des aménagements en faveur du vélo donc à Pont-Sainte-Maxence. Voilà. Madame la coordinatrice interministérielle pour le développement de l'usage du vélo. Voilà, c'est ce que j'ai tendance à dire, chers collègues, puisque nous partageons la tour Sequoia, enfin on ne se partage pas les 32 étages à nous deux, nous avons quelques collègues de notre administration, du ministère de la Transition écologique et solidaire avec nous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi de vous dire tout le plaisir qui est le mien de vous retrouver aujourd'hui pour échanger sur la voirie partagée, sur la place des modes doux et peut-être plus particulièrement sur la place du vélo. Quelques années, 2, si ma mémoire est bonne, après que nous avons reçu le Guidon d'Or qui récompensait à la fois le travail de toute la collectivité, un travail initié sous le mandat précédent, et c'est la raison pour laquelle j'avais vivement souhaité que mon prédécesseur, Michel Delmas, y soit effectivement associé. Je le salue, il est dans la salle aujourd'hui. Un travail poursuivi et amplifié sous ce mandat, et je reviendrai sur ce point car ma prise de parole va me permettre de répondre à ce que j'ai pu lire. Le sujet qui est le nôtre est d'une parfaite actualité si l'on se rappelle que notre ministre, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, a présenté, après le plan vélo en septembre 2018 avec Monsieur le Premier ministre, lundi dernier le projet de loi d'orientation sur les mobilités, si l'on se rappelle, comme nos collègues du conseil départemental viennent de l'évoquer, que nous avons inauguré en présence de Nadège Lefebvre, présidente, l'aménagement de 1,6 km, 1,7 km de la Françoise à Pontpoint, sur le canton de Pont-Sainte-Maxence. Je vais pas revenir sur ce que nous savons tous, sur ce qui sera répété, à savoir que le vélo est un outil merveilleux, bénéfique sur tous les plans, sur le plan de l'environnement, bon pour la santé, favorisant l'autonomie, source de loisirs et vecteur de tourisme. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler le succès des sorties à vélo organisées par l'Office du tourisme, autrefois municipal et aujourd'hui intercommunal. Je veux juste vous dire que si nous avons tous envie du paradis sur Terre, cette aspiration, si noble soit-elle, se heurte aussi à la réalité que nous, élus, nous rencontrons. Et cette réalité, elle est à la fois financière, elle est à la fois technique, et elle est à la fois humaine. Ici, à Pont-Sainte-Maxence, n'en déplaise à certains, nous poursuivons activement les aménagements en faveur du vélo, mais je ne sais pas si chacun veut bien l'entendre ou préfère en définitive porter dans le débat public que ce qui ne va pas, que ce qui n'a pas été encore fait, en faisant fi de ce qui a été fait, et permettez-moi d'ajouter, bien fait. N'y voyez absolument aucune malice de ma part, mais j'ai le sentiment assez affermi que lorsque c'est moi qui le fais, et parfois qui fait les mêmes choses, cela ne va pas, mais alors pas du tout. Le grand soir, je ne le promets pas, mais la politique des petits pas, expression dont vous pouvez contester la pertinence, et que je reprends de votre site internet. Moi j'y crois, ma majorité y croit, mes services y croient, car elle est en phase avec ce que nous sommes capables de faire, avec ce que nous faisons réellement. Je vais d'ailleurs vous parler assez ouvertement, pour ne pas dire directement, mais quand la ville entreprend sous mon mandat un effort sans précédent de remise à niveau de la voirie, route, rue, trottoir, de ses axes principaux comme secondaires, cela s'inscrit aussi dans le sens de la promotion du vélo, sauf à préférer vouloir circuler sur des axes qui s'affaissent sur les côtés ou qui sont ravagés partout de trous. Mais alors, quel intérêt y aurait-il à mettre des bandes cyclables et des pictogrammes sur des voiries défoncées? Or, les tournes à droite et les sas vélo feu tricolore, or les doubles sens dont on me parle beaucoup, pas qu'en bien, riverains, conducteurs, et même les commerçants qui signent des pétitions en faveur du vélo, parfois ces commerçants qui stationnent leurs véhicules sur les trottoirs. Admirable civisme à géométrie variable, reconnaissez-le. Permettez-moi de vous dire que lorsque la ville entreprend partout le déploiement des zones 30, cela s'inscrit aussi dans le sens de la promotion du vélo, sauf à préférer vouloir circuler sur des axes qui ressemblent à des pistes de circuit de Formule 1. Quand la ville réfléchit en lien avec l'intercommunalité sur un pôle d'échange multimodal, elle intègre bien la place du vélo dans le schéma d'aménagement. Et donc, je vous cite, je réponds à votre volonté,
elle intègre franchement et sérieusement, pour reprendre l'expression que vous utilisez sur votre site internet, le vélo dans ses projets de voirie. Quand je lis également sur votre site internet, que je cite, « L'intermodalité n'est pas encore un réflexe chez nos élus, décideurs, personnel technique, parce qu'il manque des arceaux devant la nouvelle crèche sur le nouveau parvis. » Je me dis quand même que c'est une vision un peu étroite de la promotion du vélo que de croire que c'est limite à un arceau. Et je crois tomber de ma selle, alors que nous avons dit et répété encore publiquement la semaine dernière que les arceaux vélos vont être installés. Une décision qui est aussi étroitement conditionnée à l'obtention de subventions de la part de notre partenaire, le parc régional naturel. La lenteur de l'action, si elle est aisée à être dénoncée, ne l'est pas moins à être comprise quand on veut bien se donner la peine de la comprendre. Ici, tout le monde a des demandes. Évidemment, sa propre demande est toujours plus importante que celle de son voisin, et je ne vous parle même pas d'imaginer un seul instant que les services de la ville, auxquels je rends hommage, n'ont pas qu'une unique demande à traiter, et qu'ils ne peuvent pas traiter que la dernière demande adressée. Quand je lis sur votre site internet, et donc je le cite, « L'absence d'aménagement cyclable, bande cyclable ou pictogramme vélo, sur une partie de la future route de Felgueiras en témoigne également. » Le manque de vision pour le vélo. Alors là, je ne tombe plus de ma selle, je bascule directement dans le bas-côté, car comment peut-on dire cela sur vos réseaux sociaux alors que nous travaillons encore sur ce projet qui comportera bien un espace dédié au vélo? Alors oui, il n'y aura pas une piste cyclable en site propre. Parce que ma ville, qui compte justement comme la 67e ville de France parmi les plus pauvres, ville de plus de 10 000 habitants, où le revenu moyen atteint 1 150 €, inférieur de 350 € par rapport à la moyenne départementale, n'en a pas les moyens. 2 400 000 €, c'est le maximum que nous pouvons engager, mais tout le monde doit faire des efforts. C'est toute la différence entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, et moi je suis garant de l'intérêt général. J'ajoute qu'il n'y a pas un endroit où l'on ne fasse pas une place au vélo, si cela est techniquement et financièrement possible. Et si nous ne le faisons pas, comme sur la RD 120, c'est que le calibre de la chaussée ne le permet pas et qu'encourager ici la pratique du vélo serait déraisonnable, car incroyablement accidentogène, sans compter que l'ultime responsable, c'est pas celui qui réclame. Et de mon expérience de maire, je peux vous dire que personne n'assumera mes responsabilités devant le juge, devant la famille, devant l'opinion, si un accident se produit. Mais ce sera fait sur la RD 29 au printemps. Je le répète, ce sera fait au printemps, car le calibre de la voie le permet, comme ce fut le cas sur la RD 123. Et que dire? Que dire du permis vélo dans les écoles que fait passer la police municipale? Que dire du soutien financier que la ville a accordé à l'école élémentaire Fabre-d'Églantine en 2017 pour son projet vélo, ce qui lui a permis d'être primé? Sinon que c'est bien dès le plus jeune âge que nous dispensons la pratique du vélo à Poursat-Maxence. Et que dire de la mise à disposition gratuite d'un local municipal à la U5V depuis 2015 pour ses ateliers mensuels, pour vous déclarer que cette politique des petits pas, qui ne vous plaît pas, que vous contestez, et que nous accomplissons pourtant depuis 2014, nous a permis en réalité de faire déjà un grand bout de chemin. Ne donnez pas l'envie à la ville de monter dans la voiture balai, surtout si celle-ci est au diesel. Mesdames et messieurs, le philosophe allemand disait que rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'a qu'une idée. Au maire que je suis, on ne demande pas d'avoir une idée, mais de les avoir toutes, y compris sur le vélo, mais pas que sur le vélo. Mais sur le vélo, nous avons des idées et je viens de le démontrer. Je vous souhaite une très bonne après-midi de débat. Vive le vélo et vive Poursat-Maxence. Je vous remercie. Je ne sais pas si je vais commencer par le plan, parce qu'évidemment, monsieur le maire m'a un peu provoqué. Et dans mes défauts, j'ai du mal à résister à la tentation. Voilà. Alors, peut-être, avant de parler du plan, on dit souvent que le vélo, c'est une solution dans les contextes où on a des tas d'autres solutions. Dans les contextes où on a déjà un réseau très puissant, très dense de transport public. Et que ça va bien pour des gens qui ont le choix. Je voudrais revenir sur une étude qui a été faite il y a quelques années, pas très longtemps, sur le carré Picard. Alors, je ne vous ferai pas offense en disant que ça s'applique forcément exactement, mais enfin, le carré Picard, c'est 50 km de côté, c'est Saint-Quentin, Soissons, Compiègne, Laon. Bon.
Je suis désolée, il n'y a pas d'étude exactement sur Pont-Saint-Maxence, mais il m'a semblé que celle-là était intéressante parce que elle témoigne d'un échantillon, non pas d'étalement, mais d'urbanisation dispersée, avec plusieurs catégories de territoires. Des pôles urbains, alors attention, hein, c'est pas énorme, hein, c'est Ternier, Chauny, Noyon, avec leur couronne périurbaine, des communes multipolarisées, des espaces à dominante rurale, etc. Et ce qu'on a, c'est bien plus qu'autre chose, quelque chose qui pourrait s'appeler de la ville diffuse. On est sur une urbanisation fragmentée, un semis d'agrégats, avec des bâtis irréguliers, avec des liens vers la ville-centre, entre guillemets, qui est au bord du carré. Et pas mal de pôles urbains avec des gares. Bon. Voilà. Une fois que j'ai posé le décor, on s'aperçoit que on a 77 000 emplois, selon le recensement. Je suis désolée, le recensement Mirabel est un peu ancien, il est en 2007, mais quand même, ça donne un échantillon. 76% des actifs viennent du carré Picard, et on a une distance moyenne d'accès de 12 km/h. Mais en fait, on s'aperçoit que les actifs du carré Picard ne font que 1/3 de tous ces kilomètres. Parce que pour eux, les distances sont beaucoup plus courtes. Et c'est là que c'est plus intéressant, parce que on constate qu'il y a 22 gares avec quelques distances intergares qui sont un peu plus grandes, etc. Que 70% des actifs sont à moins de 10 km. Je vous rappelle que 5 km avec un vélo classique, 10 km, pas de problème avec un vélo à assistance électrique. Donc en fait, on est sur des distances qui pourraient aisément être faites autrement. Et souvent, on est sur des foyers dans lesquels, bien sûr, il y a un taux de motorisation élevé, mais avec un peu de chance, on a une voiture dans le foyer. En général, pardon messieurs, pourvu. Tandis que madame se débrouille autrement et que les enfants ont des activités quand ils peuvent. Quand on ne leur sert pas de chauffeur. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'à chaque instant, on a regardé qu'au-delà des agrégats de, excusez-moi, les termes INSEE ne sont pas toujours d'une beauté extraordinaire. On parle d'agrégats urbains, quand c'est une tâche urbaine. De plus de 2000 habitants, on a toute la gamme des services du quotidien à l'intermédiaire, et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs entités dans lesquelles on a même des services rares. Services rares, c'est gros établissements de santé, trésor public, parfumerie, électroménager. Vous voyez ça, on a ça dans 5 agrégats de 100 à 500 personnes. Tout ça pour dire que l'enjeu derrière, c'est bien du maintien du maillage, du maintien de la répartition. Et c'est pour ça que je vais vous parler maintenant d'une tentative de politique. Alors, je vais faire joujou avec Elisabeth. Et là-dessus, peut-être encore un mot pour Monsieur le maire. Le système qui a fait la fortune de l'automobile, c'est ce qui a permis d'associer, bien sûr, des infrastructures, mais aussi un apprentissage, mais aussi une industrie, mais aussi
des stations-service et des parkings. Et donc, quand on dit oui, mais je ne peux pas y aller à vélo parce que je ne peux pas garer mon vélo, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Comme on dit vulgairement, on pourrait vous dire ça avec la voiture et vous comprendriez très bien, même si rien ne s'est fait en nage. Alors, très très rapidement, des enjeux sanitaires. Pourquoi sanitaires d'abord? Parce qu'on a une progression inquiétante, vraiment inquiétante, des comportements sédentaires. Des gens qui, comme vous, comme moi, passent un certain temps assis dans leur journée. Au-delà de 3 heures, il faut pas mal d'activité physique pour revenir dessus. Et leurs conséquences, vous avez parlé des enfants, monsieur le maire, à propos de l'école. Les conséquences, ce n'est pas seulement le surpoids ou l'obésité, l'hypertension précoce, mais c'est surtout qu'en plus, ils ont du mal à se concentrer. Il n'y a pas que nous. Alors, les enjeux environnementaux, tout le monde y pense. Dans les enjeux environnementaux, il y a une surconsommation d'espace. Tout n'est pas un espace naturel. Mais la surconsommation d'espace, c'est aussi la surconsommation de ressources très rares qui sont les fonds publics, parce que des voiries pour desservir ces espaces diffus sont des enjeux importants financièrement en termes d'entretien, en termes d'organisation des services. Alors je vais très vite. Une perte de substance. Quand on vous parle d'une ville en vous parlant uniquement de circulation, c'est juste qu'on a manqué les autres usages. Le séjour, le jeu, le commerce, qui sont pourtant majoritaires. On vous parle de flux. On vous dit j'ai un problème de circulation, j'ai un problème de stationnement. Moi, j'aurais tendance à dire j'ai un problème de qualité de vie. Voilà. Alors, vous en avez parlé, monsieur le maire, un coût important de la mobilité, tant pour les ménages que pour les collectivités. Et puis des enjeux sociaux, évidemment. Parce que le coût d'usage d'un véhicule automobile est très élevé. Entre 3 500 et 4 500 € par an. Je vous rappelle que le revenu médian est à 20 000. Alors, par ailleurs, chouette, on a des opportunités. Énormément de nos déplacements sont de courte distance. Énormément. Plus des 2 tiers. Et pourtant, on en fait bien trop en voiture. Plus des 3/4 des déplacements en voiture de courte distance pour le domicile-travail. Alors, en plus, on a des tas de qualités. C'est pas seulement parce qu'on a inventé le vélo en libre-service qu'on avait à Saint-Étienne une industrie florissante du vélo, mais on en a encore. Arcade cycle, moustache, etc. selon les niveaux. C'est une belle industrie. Les vélos, ça ne sera pas développer des mobilités alternatives à la individuelle ou contraindre la voiture, ce sera forcément les deux. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut développer les modes actifs piéton-vélo, forcément, ça ira avec des contraintes apportées à la voiture. Et là, on pense modérer sa vitesse, limiter la vitesse des véhicules motorisés en ville, et aussi sa place sur l'espace public. Donc il faudra forcément les deux. Et donc il y a une bonne chose à faire en premier lieu, c'est de hiérarchiser le réseau. Donc tout d'abord, en termes de modération de la vitesse en ville, donc il y a plusieurs arguments, enfin vous connaissez certainement. S'il y en a un à retenir, c'est celui-là. C'est que l'importance de la baisse de la vitesse en ville, donc sur la gravité des lésions en cas de choc entre un véhicule et un piéton,
c'est que lorsqu'on baisse la vitesse de 50 km/h à 30 km/h, donc on a 8 fois plus de chances de survie pour un piéton en cas de choc. Après, les autres avantages, donc on a le fait que ça diminue la distance de freinage des véhicules, et aussi ça augmente le champ de vision des automobilistes. Et en ville, notamment lorsqu'un véhicule arrive en carrefour, l'important pour l'automobiliste, c'est de voir ce qui se passe autour de lui, pas de ce qui se passe après le carrefour, mais de voir un piéton qui traverse dans le carrefour. Donc le fait de modérer la vitesse, notamment de 50 à 30 km/h, permet à l'automobiliste de voir ce qui se passe autour de lui. Voilà, mais pas le fait de modérer la vitesse, il n'y a pas uniquement un enjeu de sécurité. Le fait de modérer la vitesse, donc maintenant on a des... c'est vrai que là, on va voir le film Wild Cycle, on a des... c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller voir ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui se passe... même aller voir il y a Gand, enfin, c'est un bon exemple aussi, la ville de Gand, qui est moins loin, la ville de Courtrai, une petite ville moyenne, qui a une part modale de vélo de 10%. Quoi. Maintenant, on a aussi des retours en France. On a des villes qui ont contraint la voiture, qui arrivent à avoir des parts modales vélo intéressantes, notamment par le fait d'avoir modéré la vitesse. Et on se rend compte qu'on a d'autres effets induits, que sont la restauration de l'hospitalité des espaces publics. Lorsqu'on modère la vitesse, on favorise la communication, les échanges de proximité, le commerce de proximité, l'animation urbaine, un usage transversal. En fait, toutes les fonctions qu'on avait oubliées dans les villes, où on avait pendant des années uniquement la fonction circulatoire, et qu'on avait tendance à oublier les fonctions habiter, commercer, jouer pour les enfants. Et donc le fait de modérer la vitesse, ça favorise l'appropriation des espaces publics. Donc pourquoi hiérarchiser son réseau? Donc en fait, la hiérarchisation du réseau pour une ville, en fait, sur son réseau viaire, c'est d'assigner une fonction à ses voiries. Donc il y a principalement deux fonctions, la fonction circulatoire et la fonction vie locale. Et donc maintenant, avec le retour qu'on a pour les villes qui ont hiérarchisé leur réseau, c'est qu'on estime dans une ville 80 à 90% du réseau, c'est la part du linéaire de voirie desserte. Donc là, vous voyez, voirie desserte, donc on est à 80-90%. Et les voiries principales, on est autour de 10 à 20%. Et en termes de modération de la vitesse, donc on va arriver à des villes où on aura majoritairement des zones 30, donc une vitesse limitée à 30 km/h, des zones de rencontre, des aires piétonnes, et quelques axes qui vont permettre de fluidifier le trafic, où on aura des vitesses de l'ordre de 50 km/h. Et donc en termes d'aménagement, sur les voiries principales, où on aura une vitesse de l'ordre de 50-70 km/h, donc on va séparer les véhicules motorisés et les cyclistes. Donc là, on n'aura plus des aménagements spécifiques de type bande cyclable ou piste cyclable. Pour les piétons, donc on aura des trottoirs larges, des traversées piétonnes sécurisées, marquées. Le long des rues à 30 km/h, donc à condition d'avoir des vraies zones 30, où la vitesse est effectivement à 30 km/h. Donc on peut admettre les cyclistes sans forcément d'avoir séparation des usagers, en sachant qu'il n'est pas interdit dans des zones 30 de faire des aménagements cyclables. C'est-à-dire que pour certaines raisons, pour une question de dénivelé, on peut très bien avoir pour des questions, on peut très bien avoir certaines zones 30 où on peut avoir des zones 30 par exemple avec un fort trafic. Et donc on peut très bien avoir une zone 30 avec des bandes cyclables. Enfin, il ne faut pas s'interdire, dans certaines situations, de créer des aménagements cyclables dans une zone 30. Et donc en dessous de 20 km/h, donc là on passe notamment à la zone de rencontre, où le piéton est prioritaire, et donc là la cohabitation de tous les usagers est possible. Donc un exemple, par exemple, là vous avez c'est un document qui a réalisé le CEREMA, donc la ville de Pleuren dans l'ouest, qui a mis en place la hiérarchisation de son réseau. Et donc à terme, voilà, l'ensemble des, principalement à 80%, donc cette commune sera en zone 30. Et il reste quelques axes
à 50 km/h qui permettent de fluidifier le trafic, où là on aura par exemple la prise en compte des vélos se fera par des bandes des pistes cyclables. Voilà, donc je vais d'abord vous parler de planification, qui fait écho notamment à l'appel à projet de l'ADEME, dont un des objectifs c'est la réalisation de schémas directeurs cyclables. Donc en sachant que le schéma directeur cyclable, c'est pour tous les territoires, peuvent se doter d'un schéma directeur cyclable. Donc que ce soit des villes autour, là c'est des exemples de collectivités qui ont réalisé des schémas directeurs cyclables. Donc il y a des communes de 3700 habitants, des communes de 12 000 habitants, jusqu'à l'extrême des métropoles. Là par exemple c'est la métropole européenne de Lille, donc il y a aussi son schéma directeur cyclable. Voilà, mais il n'y a pas de restriction d'échelle. Peu importe la taille de la commune, toutes les communes peuvent réaliser des schémas directeurs cyclables. Donc en quoi ça consiste et quels sont les avantages de réaliser un schéma directeur cyclable? Donc ça permet de faire un état des lieux complet des aménagements cyclables existants, d'identifier les dysfonctionnements, les coupures, les discontinuités qui existent sur la commune, de planifier la généralisation des zones de circulation apaisées, zone 30, zone de rencontre et piétonne. Mais ce n'est pas uniquement le schéma directeur cyclable, ce n'est pas uniquement pour planifier le réseau cyclable, ça permet aussi de planifier le stationnement vélo, d'organiser l'intermodalité, d'organiser les services vélo, la location de vélo, mise en place de vélobus, les ateliers de réparation vélo, d'estimer le coût des aménagements, phaser les travaux et de définir un budget pluriannuel. Mais il y a un autre intérêt aussi des schémas directeurs cyclables, c'est souvent lorsqu'on met en place un schéma directeur cyclable, il y a un comité de suivi qui est mis en place, un comité de pilotage, un comité technique. Et un autre intérêt qui est aussi important, c'est la diffusion d'une doctrine vélo. La diffusion dans les services techniques, auprès des commerçants, auprès des riverains. Voilà. Donc la diffusion d'une culture vélo dans les services de collectivité, mais aussi dans les partenaires, auprès des citoyens. Et voilà, donc c'est un autre avantage le fait de mettre en place un schéma directeur cyclable. Voilà. Donc voilà, donc en fait, une fois qu'on a fait la planification, donc là je vais vous présenter un peu la boîte à outils. Donc là, comme le disait Valérie, donc vous avez de la documentation qui existe du CEREMA, que ce soit en termes d'aménagement cyclable, de retour d'expérience. Si vous n'avez pas pu vous la procurer, donc elle est téléchargeable gratuitement sur le site du CEREMA. Donc là, je l'ai rappelé, c'est vrai que toute cette boîte à outils découle aussi des différentes démarches qui sont déroulées, que ce soit la démarche code de la rue, la démarche plan d'action pour les mobilités actives. Donc d'abord en termes de partage de la voirie, donc là vous avez les 3 zones de circulation apaisée. Donc la zone 30, la zone de rencontre et l'aire piétonne. Donc l'aire piétonne qui est vraiment la zone dédiée aux piétons, en sachant que le cycliste par défaut est autorisé à y circuler à condition de ne pas gêner les piétons et de circuler au pas. La zone de rencontre, voilà, où la zone où le piéton est prioritaire sur tous les usagers, donc sur tous les véhicules, donc y compris sur les vélos, sur les véhicules motorisés. Et donc là, dans cette zone-là, voilà, la vitesse est limitée à 20 km/h. Et donc la zone 30, donc là on aura un partage de l'espace public entre tous les usagers. Et là vous avez les nouvelles, depuis le plan de mobilité active 2015, les nouveaux marquages possibles en entrée de zone 30, zone de rencontre et aire piétonne. Donc toujours en complément du panneau de signature verticale, mais maintenant il est possible de mettre du marquage au sol, notamment vers l'automobiliste, pour lui indiquer l'entrée dans une nouvelle zone. Donc là, les aménagements classiques cyclables, donc les pistes, quelques exemples. Il y a, en termes de recommandations, pour une piste unidirectionnelle, la largeur va être de 2 mètres, on recommande. Une bidirectionnelle de 3 mètres. Au niveau des pistes, il y a toujours une attention particulière à apporter au niveau des intersections. C'est toujours là où peut être le problème. Donc toujours bien une attention particulière au niveau de l'intersection. La réinsertion des cyclistes de la circulation motorisée.
Donc les bandes cyclables, quelques exemples en termes de recommandations, en termes de recommandations techniques, 1,50 m hors marquage. Donc la 1,50 m, ça sort les 1,50 m. Pourquoi 1,50 m hors marquage? Ça provient du gabarit du cycliste. Le gabarit du cycliste lorsqu'il roule, voilà, c'est l'espace dont le cycliste a besoin pour pouvoir se mouvoir et être en sécurité. En sachant que là, par exemple, là, c'est pas la photo à droite, ce n'est pas une bande cyclable, c'est un accotement, et c'est bien différent. Autant la bande cyclable, c'est un aménagement exclusivement réservé au vélo, où le véhicule motorisé ne peut ni circuler, ni s'arrêter même pour 2 minutes, alors que l'accotement, voilà, le véhicule peut circuler, peut s'y arrêter. Donc la voie verte, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, donc pour les piétons, pour les cyclistes. Donc je ne vais pas y revenir. Voilà. Là, je voulais juste apporter un point de vigilance par rapport au trottoir. C'est vrai que le trottoir, c'est pour le piéton. Le trottoir, c'est l'aménagement dédié aux piétons. Et donc le trottoir ne peut être ni un espace partagé, ni une voie verte. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, ni une aire piétonne et ni une zone de rencontre. Voilà, par exemple, comme vous pouvez voir cette photo-là. Donc le trottoir, c'est bien un espace dédié pour le piéton, et les seuls cyclistes qui peuvent y circuler, c'est les cyclistes qui ont moins de 8 ans. Donc on en a parlé de double sens cyclable. Donc voilà, maintenant on a un recul par rapport au double sens cyclable, c'est-à-dire qu'on a pas mal de collectivités qui l'ont généralisé. Par exemple, la métropole européenne de Lille, on est à 150 km d'aménagement de double sens cyclable. Il y a eu des études d'accidentologie. C'est que souvent on a tendance à dire que c'est l'aménagement qui est dangereux. Maintenant on a un recul, on a des études de l'accidentologie. Par exemple, la métropole européenne de Lille a récemment fait une étude de l'accidentologie sur l'ensemble de ces aménagements cyclables. Et ce qui ressort, c'est que l'aménagement le plus sécure, c'est le double sens cyclable. Donc ça, les raisons, c'est qu'on a, Sylvie Badou en a parlé, c'est qu'on a une visibilité réciproque entre l'automobiliste et le vélo, et, voilà, et même sur des voies étroites, voilà, il ne faut pas s'interdire de faire des doubles sens cyclables. C'est vraiment un aménagement qui facilite et qui favorise le développement du vélo. Ouais. Petite clarification, c'est la plus sécure par rapport aux autres, vous dites, par rapport à quels autres aménagements? En fait, ils ont fait une étude d'accidentologie de l'ensemble des pistes cyclables, des bancs cyclables, de l'ensemble de leur aménagement cyclable, et c'est l'aménagement qui ressort comme où il y a le moins d'accidents corporels. Et plus récemment, il y a aussi une étude au niveau de la ville de Paris qui avait aussi réalisé une étude d'accidentologie sur ces doubles sens cyclables, en étant voilà, que ce n'est pas un aménagement qui est fortement accidentogène. Donc là, vous avez tous les avantages du double sens cyclable, donc ça raccourcit les distances à parcourir, il y a une mise en œuvre rapide et à moindre coût. Ça permet un maillage du réseau. Et dans les évaluations qu'on a pu faire, notamment sur Metz, une évaluation qu'on a pu faire au niveau des vitesses, ça peut permettre aussi de modérer la vitesse des véhicules motorisés. Voilà, par rapport au double sens cyclable, donc depuis le 1er janvier 2016, c'est la règle générale dans les zones 30, les zones de rencontre, l'aire piétonne et la roue limitée à 30 km/h. Et ensuite au plan vélo, c'est vrai qu'il y a une volonté que ce soit aussi généralisé dans les voies à 50. En sachant que par rapport au double sens cyclable dans les voies à 50 km/h, il y a un document qui existe. Il y a 2 ans, on a réalisé un document sur les. Enfin, il y a déjà des collectivités qui ont mis en place des doubles sens cyclables dans des voies à 50 km/h sans aucun problème. Donc il y a un document qui existe justement pour montrer des exemples de doubles sens cyclables le long de voies à 50 km/h. Le sas vélo, voilà, c'est aussi une mesure qui peut la généralisation du sas vélo en termes de visibilité pour la prise en compte du vélo. Voilà, ça facilite le positionnement et les tours à gauche. Par défaut, le sas cycliste n'est pas autorisé pour les cyclomoteurs, donc ça c'est une mesure qui a été prise en 2015. Voilà. Quand c'est possible, toujours aménager il est quand même préférable d'aménager une bande d'accès.
Par contre, cela seulement en cas d'espace urbain contraint, on a possibilité du SAS sans bande d'accès. Voilà. Et c'est que si une collectivité a un objectif de développer la partie des vélos, c'est des mesures qui peuvent être prises rapidement et qui peuvent réellement faciliter, rendre visible le vélo dans une ville et faciliter ses déplacements. Pourquoi ne pas généraliser les SAS vélos, les doubles sens cyclables et voir le CD de passage cycliste au feu. Donc voilà, maintenant, depuis 2015, il y a eu une extension du domaine d'emploi du CD de passage cycliste, c'est-à-dire que maintenant, au niveau des carrefours à feu, il y a le CD de passage multidirectionnel qui n'est pas encore... on sait que maintenant, on voit des tours à droite et des tout droits. Les villes se les sont appropriées. Par contre, on a très peu de ces passages cyclistes à gauche et tout droit, à droite, à gauche, tout droit. On en a encore très peu. Alors qu'il y a un film qui a été réalisé par la coordination interministérielle pour le développement de l'usage du vélo, que je vous invite à regarder, qui montre sur le CDPH cycliste au feu, et qui montre que cette signalisation a aussi un intérêt en termes d'enjeux de sécurité pour les cyclistes à certains carrefours. En termes de sécurité, le cycliste sera beaucoup plus sécure lorsqu'il traversera, lorsque le feu pour lui sera rouge. Il y aura moins de circulation, enfin, ce film le montre très bien. Et donc voilà, il y a aussi un enjeu de sécurité. Voilà, en sachant que ça, ce type de passage, c'est pas une obligation, c'est une possibilité. Et toujours avec l'impératif pour le cycliste de respecter la priorité accordée aux autres usagers, et notamment aux piétons en traversée. En termes d'aménagement, il y a la chaussée à voie centrale banalisée. Donc là, le chaussée doux aussi. Donc là, le but, c'est lorsqu'on est dans des espaces contraints en termes de géométrie. Donc c'est vrai que c'est un aménagement où la voie centrale ne permet pas à deux véhicules de se croiser. Vous avez deux accotements pour les deux accotements qui sont la recommandation, c'est qu'ils fassent au moins 1,50 m de large. Et donc la voie centrale n'est pas assez large pour que deux véhicules se croisent. Et donc c'est un aménagement qui joue sur le partage, sur la cohabitation et sur le civisme des usagers. Là pareil, il y a une fiche qui est sortie, c'est la fiche 37, une fiche qui est sortie en termes de recommandations pour cet aménagement. Nous, ce qu'on recommande, c'est de ne pas mettre justement de figurine vélo. Le fait de ne pas mettre de figurine vélo, c'est vraiment pour faire la différence entre une bande cyclable ou c'est un aménagement qui est vraiment exclusivement réservé à la circulation des vélos. Et la chaussée à voie centrale banalisée, où là on est sur des accotements, et donc où le vélo peut circuler, le véhicule peut circuler, peut s'arrêter, ce qui n'est pas possible sur la bande cyclable. Voilà, et là quelques exemples en urbain, par exemple là c'est à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, où on a la commune en partenariat avec le conseil départemental du Pas-de-Calais a réalisé une chaussée à voie centrale banalisée sur un axe qui permettait de relier justement une véloroute sur un axe où on a 12 000 véhicules jour, donc c'était une expérimentation. En tout cas, l'évaluation qui a été faite a montré que c'est un aménagement qui a, en tout cas les cyclistes qui ont été interrogés, c'est un aménagement qui a apporté un confort aux cyclistes contre le fait de ne rien avoir, c'est-à-dire, donc avant on n'avait aucun aménagement, le fait de ne rien avoir et de leur apporter donc là les accotements font 1,40 m de large, et le fait de leur proposer un accotement, les cyclistes, voilà, on dit que ça leur apportait un confort. Ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'ils avaient l'impression d'être moins frôlés par les véhicules motorisés. Et on a aussi des exemples de chaussées à voie centrale banalisée en intérieur. Au niveau des trajectoires matérialisées cyclistes, donc que ce soit dans les grands carrefours, ça c'est la ville de Nantes qui a dans les giratoires qui mettent en place une trajectoire matérialisée cycliste dans les giratoires pour montrer que la position préférentielle pour les cyclistes c'est au milieu, c'est pas sur les côtés, c'est pour au milieu, et c'est aussi à destination des automobilistes pour leur montrer que voilà que pour le cycliste sa position la plus sécure c'est au milieu des giratoires.
Aussi la vélorue, la première vélorue qui a été mise en place à Strasbourg. Donc voilà, du marquage du double chevron, puis la figurine vélo au milieu de la chaussée. Voilà, pour montrer que dans certaines rues, le cycliste doit prendre sa place et doit circuler au milieu de la chaussée. Voilà, juste aussi la question du... voilà, une fois qu'on a fait les aménagements cyclables, bah, il est aussi important de les faire respecter. Le trottoir aussi, donc là il y a eu la création du stationnement très gênant à 135 €. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qui est le plus inacceptable? Est-ce que c'est l'application des 135 € ou le maintien de ces situations? C'est qu'on a parlé dans le plan vélo du savoir rouler, mais une fois qu'on aura réussi à apprendre aux enfants à rouler, bah, il sera aussi nécessaire de leur mettre à disposition des abords d'école favorables à la circulation des vélos, aussi à la marche, et pas seulement aux abords, mais aussi voilà, des itinéraires cyclables pour accéder jusqu'aux écoles. Et donc voilà, cette situation aussi, là, qu'on trouve souvent, donc là, on peut avoir des aménagements cyclables dans une collectivité. Bah, si on ne les fait pas respecter, si on a cette situation-là, bah, c'est pas ce type de situation-là qui va favoriser et donner envie, par exemple, pour reparler du sujet des écoles, qui va donner envie aux parents de laisser ses enfants aller à vélo à l'école. Voilà, petite idée donc, au niveau du stationnement, donc plutôt 5 à 10 mètres en amont du passage péton. Voilà, plutôt que d'avoir un véhicule en stationnement, on va mettre des arceaux à vélo. Parce en plus, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité réciproque entre les piétons et les véhicules motorisés. Et j'en ai fini. Juste pour montrer, voilà, ça vous les trouverez, c'est les différents ouvrages du CERAMA que vous pouvez télécharger sur le site. Donc ça, c'est des recommandations techniques. Là, c'est des retours d'expérience. Vous allez notamment avoir le retour d'expérience sur les doubles sens cyclables le long des voies à 50 km/h. La chaussée en voie balisée qui est sortie en 2007. Les doubles sens cyclables, donc là, voilà, il y a un guide qui existe, des marges de doubles sens cyclables en rue étroite. Les doubles sens cyclables dans les rues limitées à 50 km/h. Et des guides de recommandation pour les aménagements, pour les itinéraires. Le guide de la voirie urbaine, le guide profil en travers. Voilà, donc ça c'est toute la documentation que vous pourrez trouver sur le site du CERAMA. Aussi, voilà, en termes de cycle, ce qu'on nous dit aussi souvent, c'est qu'ils vont. Et à juste titre, c'est qu'il y a pas mal de nouvelles, il y a une importante évolution réglementaire depuis quelques années. Mais qu'il y a un manque de communication. Les collectivités jouent bien leur rôle en termes de diffusion de communication par rapport à ces évolutions. Voilà, donc le CERAMA, donc on a sorti depuis 2015 ces 9 des brefs pédagogiques, donc qui sont au nombre de 9. C'est pas un document technique, c'est à destination des élus, des citoyens. Et donc, il y en a sur la zone 30, zone de rencontre, le double sens cyclable, le sas vélo, c'est les passages cyclistes vélo. Et donc, c'est vraiment pour communiquer, pour sensibiliser sur les récentes évolutions réglementaires. Et voilà, pour finir, voilà, juste pour. Voilà, il faut être clair sur le projet, c'est-à-dire que pour une collectivité, voilà, ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est que dans le fait qu'il faut forcément contraindre la voiture, c'est vraiment si on veut développer des alternatives à la voiture individuelle, forcément il va falloir passer par la contrainte à la voiture. Et donc est-ce qu'on veut une ville du tout voiture ou une ville partagée, active, appelée dynamique? Est-ce que le choix ça va être des commerces dans les villes en périphérie ou des rues commerçantes vivantes de proximité? Et voilà, est-ce que la collectivité a envie de donner la priorité à la voiture ou la priorité aux modes actifs? Il y a un moment, une ville apaisée, c'est faire des choix. Merci de votre attention. Lynn Bachelet, du parc naturel régional Ouest Pays de France.
plutôt une question pour Madame. Je ne sais pas répondre ici. Non, c'était juste une demande d'information complémentaire par rapport au forfait mobilité, on l'appelle comme ça maintenant, c'est ça, qui est mis en place. Il va être généralisé, vous l'aviez dit, dans la fonction publique d'État. L'évolution réglementaire pour le reste de la fonction publique, ça en est où du coup? Alors aujourd'hui, on a une indemnité kilométrique vélo qui a été créée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et dont un décret de février 2016 a permis la mise en place pour les salariés. Sur le fondement de ce décret, un certain nombre d'entreprises se sont engouffrées, mais un certain nombre de collectivités se sont engouffrés aussi, parce qu'il y a d'abord eu un projet de décret pour les 3 fonctions publiques qui est arrivé presque jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans la technique légistique, un décret, c'est signé évidemment par le Premier ministre, mais tout à la fin. Et en attendant, il faut que ce soit signé par tous les ministres qui vont être chargés de son exécution. Comme c'était un décret qui valait pour les 3 fonctions publiques, il y avait une tripotée, il y avait toute une série de contreseins qui étaient nécessaires, pas seulement les ministres chargés des 3 fonctions publiques, mais aussi ceux chargés de la fonction publique, ceux chargés du budget, ceux chargés des Outre-mer, etc., etc. Finalement, le dernier contreseing est tombé 2 heures après la démission du Premier ministre. Et donc, fini, au revoir, on repart pour la tête. Comme l'indemnité kilométrique vélo avait été ressentie comme quelque chose d'assez compliqué, le gouvernement actuel a décidé de faire quelque chose de plus simple, qui est un forfait mobilité. En attendant, un certain nombre de collectivités ont cependant mis en place l'indemnité kilométrique vélo en se fondant sur le décret de février 2016. Je rentre dans la technique, mais je ne vous promets pas longtemps. Le décret de février 2016 parle de salariés, mais modifie un titre du Code du travail qui est aussi applicable à toute la fonction publique. Et donc, en tant que tel, les collectivités qui voulaient mettre en place l'indemnité kilométrique vélo l'ont fait. Certaines ont eu à discuter un peu sérieusement et un peu vivement avec le contrôle de légalité, mais ça a été possible de le faire. Pour le forfait mobilité, ce sera quand même nettement plus simple, parce qu'il est prévu que la disposition soit applicable tout de suite après l'adoption de la loi, ou alors avec vraiment un décret générique. Et donc, ce qu'on pense, c'est que l'applicabilité du système serait à compter du 1er janvier 2020 pour tout le monde, sur une base volontaire. Après, pour les collectivités, les hôpitaux, etc., ce sera aux collectivités de choisir. Pour les établissements publics, ce sera également une question à trancher par l'organe délibérant. Et pour la fonction publique de l'État, qui donnera l'exemple, ce sera mis en place avec 200 € par an à compter de 2020. Excusez-moi, c'est une réponse très longue. Stijn van Oosterlaan, président de Femmes à Vélo. Merci beaucoup pour ces présentations qui sont vraiment passionnantes et très très utiles. Merci beaucoup. Juste une question concernant la Chaussée-Doux.
j'essaie d'éviter ce terme parce que ça renvoie à la mobilité douce qui n'est pas prise au sérieux parce que c'est juste un truc doux, alors que c'est quelque chose de très fort, comme vous allez voir ce soir dans le documentaire My Recycle. Donc du coup, on arrive à l'autre terme, je cherche du coup un terme plus sérieux, et je dis chaussée à voie centrale banalisée. C'est très compliqué, très difficile à véhiculer, j'ai du mal à l'apprendre. Donc déjà, pour le comprendre, pouvez-vous m'expliquer déjà le terme chaussée à voie centrale banalisée, banalisée dans quel sens? Juste pour ça. Et puis deuxièmement, quand est-ce que les pistes cyclables ou bandes cyclables seront-elles rouges en France? Parce que c'est Sur la communication, nous vous attendons. La CVCB pour les intimes, ça n'évoque rien à personne, la chaussée à voie centrale banalisée. Je vais laisser Bertrand donner des éléments plus techniques. Mais pourquoi on dit voie centrale banalisée? Parce que c'est une voie sur laquelle on ne met pas un séparateur entre les deux fils de circulation. Donc c'est une voie centrale sur laquelle les deux fils de circulation sont amenés à circuler. Mais pas banalisé parce que ce n'est pas dédié à une file de circulation. Voilà. Voilà, et aussi parce que, comme je le disais dans la présentation, en fait, la voie centrale ne permet pas à deux véhicules de se croiser. C'est le principe de la CVCB. Et donc, c'est ce principe-là. C'est que lorsque deux véhicules se croisent, forcément, ils vont circuler sur la côte nord, sur la rive. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé chaussée à voie centrale banalisée. Alors, sur le rouge. Sur le rouge, donc le conseil départemental va prendre sa casquette de maître d'ouvrage, donc gestionnaire de la voirie départementale, puisque les pistes cyclables, les voies vertes et les bandes cyclables font partie du réseau routier. Une bande cyclable rouge, alors qu'elle est séparée, mais elle est sur l'emprise d'une voie routière, ça coûte énormément cher. En revanche, effectivement, la faire en piste cyclable, donc détachée, séparée de la voie routière par un accotement, ça pourrait être le cas. Mais on va s'opposer à un coût de mise en œuvre qui est relativement onéreux. Donc voilà, est-ce qu'il faut prioriser la couleur rouge au détriment du linéaire qu'on pourrait faire d'une manière complémentaire? Je pense que je préfère faire du linéaire sécurisé plutôt que de faire du rouge. Et si je pourrais rajouter, en fait, par rapport à la coloration des revêtements chaussés, donc en France, il existe une circulaire qui date de 1996, justement par rapport à la coloration. Et donc, c'est ce que dit ce texte, ça décompose en fait quelle couleur peut-on utiliser. Et ce que rappelle cette circulaire, c'est que le marquage réglementaire, c'est le marquage blanc. Le marquage jaune est réservé au marquage temporaire. Et en fait, la coloration rouge est réservée aux voies de détresse. Et c'est pour ça que vous voyez sur les autoroutes, le marquage rouge est réservé aux voies de détresse, aux voies de détresse en France. Donc en fait, si vous regardez cette circulaire, donne le rôle de chaque coloration de revêtement de chaussée. C'est vrai qu'en plus, les revêtements de couleur sont d'un entretien plus coûteux. Pour certaines municipalités. On peut aussi, on a vu souvent sur les chaussées à voie centrale banalisée, on a vu souvent en revanche des aplats avec des mises en œuvre de couleurs différentes, alors pas forcément colorées, mais du beige par rapport au noir ou des choses comme ça. Ça permet d'avoir le même effet visuel de restriction apparente de l'espace circulé et d'identification plus simple de la place des cyclistes. Eric Marchandise de Cyclotrans Europe.
juste une remarque sur ce que vous venez de dire, monsieur Padior. Peut-être que pour votre remarque, elle est très juste, hein, mais pour ce qui concerne les sas vélos, ce serait moins coûteux de les colorier, et, parce que les gens ne savent pas ce que c'est, et que peut-être ça aiderait à leur respect. Je voudrais vous faire une remarque à monsieur Padior et une question à madame Manou. Je peux deux? Oui, d'accord. Bon, je vais être rapide. La remarque à M. Padior, je suis venu à Pont Sainte-Maxence ce matin de Compiègne, donc en suivant l'Euro Vélo 3, et je me suis retrouvé dans la boue, parce que je crois que cet itinéraire n'est pas assez bien signalé. Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et que notamment à Verberie, je me suis trompé, puis j'ai continué sur les bords de l'Oise, et je me suis retrouvé sur TGV, voilà, c'est ça, exactement. Et puis pour ce qui concerne donc la question à Madame Banoun, c'est peut-être pas tout à fait dans le thème d'aujourd'hui, mais ça y est quand même, ça concerne l'intermodalité. Le Parlement européen a voté pour le règlement des droits des voyageurs ferroviaires. Il y a beaucoup d'avancées pour ce qui concerne les voyageurs ferroviaires, et il y en a une qui est très importante pour ce qui concerne les cyclistes, puisque avec une très large majorité, le Parlement européen a voté que pour les matériels neufs et rénover 8 places vélo, 8 emplacements vélo pour les vélos non démontés, hein, c'est bien précisé dans le texte qui a été voté, seront installés dans tous les trains à partir du vote du règlement. Et pour ceux qui ne savent pas bien comment marche l'Europe, quand c'est un règlement, il n'y a pas besoin de passer les 27 parlements, ce sera applicable une fois que ce sera engagé. C'est là que j'ai ma question à Mme Banoun. C'est que, évidemment, le Parlement a voté, mais ensuite, il faut que le texte qui a été voté soit en accord avec la Commission européenne. Alors, Mme Violette Bulc avait l'air assez satisfaite du projet, mais ensuite, le Conseil européen, c'est-à-dire les ministres des Transports. Et donc, la question que je vous pose, Mme Banoun, c'est quelle sera la position du ministère des Transports français concernant ce texte? Est-ce qu'il sera positif? Est-ce qu'il encouragera à maintenir ce texte tel qu'il sera, tel qu'il a été voté par le Parlement européen, ou est-ce qu'il mettra des réserves? Merci, madame. Non, c'est M. Padior. Oui, simplement pour petite question, vous avez pris le bon itinéraire. La bonne signalisation directionnelle. Parce que j'ai noté qu'il y en avait deux. Alors, il y a l'officiel et puis il y a une complémentaire. Bon, toujours est-il, non, parce qu'il y a une officielle qui est soutenue par l'Europe, donc c'est celle-là qu'il faut suivre. Je pense que vous savez à quoi je fais allusion. Nous sommes en train de jalonner, l'itinéraire. Nous avons été légèrement retardés par un sujet qui nous a tous préoccupés concernant un chantier. Voilà. Donc ça nous a un petit peu retardés, mais nous avons passé commande et le jalonnement spécifique à l'Euro Vélo numéro 3, ce qu'on dit Béric, est en cours de pouce. Donc voilà, je vous rassure, la prochaine fois, il y a une gare à Pont-Sainte-Maxence, mais donc oui, parce que si on veut parler de l'intermodalité, c'est pas la peine d'aller à Compiègne, on peut venir à Pont-Sainte-Maxence. Mais la prochaine fois que vous viendrez, ou de Moyon même, il y a une gare, et vous verrez que tout sera signalé. Voilà. Alors, plusieurs choses. Éric Marchandise a parlé des sas vélos qu'on identifie mal. Il y a une première chose, c'est que je ne sais pas pourquoi, quand on met un policier à côté du sas vélo, même quand il tourne le dos, c'est extraordinaire la capacité d'apprentissage des automobilistes. Les mêmes qui se garaient qui s'arrêtaient avec obstination sur le sas vélo, découvrent qu'ils savent ce que c'est qu'une ligne d'arrêt des feux. C'est incroyable. Bon, je ne suis pas sûre que ça changerait quelque chose si c'était en couleur. En revanche, je pense que ce qui changerait quelque chose, ce serait d'enlever le répétiteur de feu.
Parce que, effectivement, quand on est dessus, si jamais on n'a plus de répétiteur et qu'on s'arrache le cou, peut-être qu'on s'arrêtera un peu en avant. Et Monsieur Debout, justement, d'autres présentations. Porte des vélos dans les trains. C'est une question extrêmement difficile. Il y a même des endroits où, je le déplore, nous avons des reculs significatifs. Par exemple, les TGV vers l'Est, dans lesquels, parce que de temps en temps, on avait réservé une place pour son vélo et puis qu'on arrivait et que la voiture numéro X dans laquelle on avait réservé sa place avait disparu, du coup on n'avait plus de place du tout. Maintenant, on est arrivé à un système qui ne me paraît pas productif, dans lequel on ne peut même plus le réserver. Alors, oui, le Parlement européen, dans le cadre de la remise à plat du règlement relatif aux droits des voyageurs ferroviaires, s'est saisi de la question et a proposé une avancée qui me semble significative en fixant un minimum de 8 places vélo destinées à l'emport des vélos dans les trains. C'est un règlement. Monsieur Marchandise a raison, ça veut dire qu'il est d'application immédiate dans toutes ses parties une fois qu'il est adopté, mais c'est un règlement de codécision. Et ça veut dire que c'est pas parce que le Parlement a voté qu'effectivement il ne faut pas un accord du Conseil. Et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement doit se prononcer là-dessus. Je n'ai pas d'informations particulières sur les positions des uns et des autres. Je sais que cette modalité, cette disposition avait été proposée à l'origine dans le règlement où la Commission l'avait élaboré la première proposition. Il y avait une proposition qui était assez semblable et que, suite aux consultations des différents États membres, cette proposition a disparu. Je ne sais pas ce que le sort qui sera réservé à l'amendement voté par le Parlement. Le Poitou de la U5D, j'ai une question concernant les budgets municipaux. Parce que augmenter la part modale du vélo me semble un objectif ambitieux, effectivement. C'est très petit actuellement. À monter à 10%, si on y arrive, ce sera bien. Mais actuellement, ce n'est pas repérable. Les aménagements cyclables, les urbains, il me semble que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de ligne budgétaire dédiée qui permette aux citoyens d'y voir clair et aux élus de pouvoir avoir un plan de développement. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait un petit peu apaiser les situations, permettre aux associations et aux élus d'avoir des rapports meilleurs, ce que je trouve tout à fait normalisé, qui nécessite un temps de déroulement relativement long, et que les associations sont un petit peu plus pressées de voir les choses aller vite. Mais actuellement, il y a un tel climat de flou, je ne vois pas très bien comment ça peut se distendre tout ça. Je vais compléter la question de Claude en suggérant peut-être une initiative. On pourrait imaginer par exemple que lorsqu'on dépense 1 million sur un réseau routier quelconque, qu'il y ait 10% ou 15% qui soient forcément utilisés pour des aménagements en faveur des piétons et des vélos. Un peu en complément de la voie, enfin, ça permettrait de s'appliquer ailleurs que dans les communes où on a la loi LOR qui est censée permettre de prendre en charge les aménagements cyclables, même si les aménagements ne sont pas toujours d'une qualité extrême. Mais ça pourrait être une idée en fait de dire, voilà, si je mets 100 € pour la voirie, je dois en accorder 10 ou 15 pour les piétons et le vélo, par exemple. Ça pourrait être beaucoup plus. Hein,
Alors, là-dessus, une réponse en deux morceaux. Les Nations Unies pour l'environnement se sont prononcées il y a 2 ans maintenant, en expliquant que selon elles, l'enjeu des modes actifs et notamment de la marche du vélo était si important qu'elles préconisaient, donc les Nations Unies, préconisent que au moins 20% des budgets transport des États, au sens du budget public consacré au transport, soit consacré à la marche et au vélo. Sauf que les Nations Unies pour l'environnement ont publié ce magnifique rapport et tout se passe comme si ces recommandations avaient été destinées uniquement aux pays en voie de développement. Effectivement, c'était à propos des pays en développement. Donc, ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, effectivement, j'allais rappeler la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dont on peut constater un peu plus de 20 ans après qu'elle n'a pas été d'une efficacité proverbiale ou totale. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, là pour le coup, je voudrais revenir en arrière sur ce que nous avons dit différemment, Bertrand et moi. La première chose, c'est qu'est-ce que nous voulons collectivement pour nos espaces publics? Est-ce que nous voulons des espaces publics qui soient dédiés à la fonction de circulation ou est-ce qu'on veut des espaces publics à vivre? Si on veut des espaces publics à vivre, forcément, les aménagements vont en découler. Et de ce point de vue-là, pour moi, identifier un budget spécifique, ça va être considéré comme un maximum. Deuxièmement, on va arriver à un système qui me paraît profondément pervers, dans lequel on va passer son temps à opposer les piétons et les cyclistes. Est-ce que je refais le trottoir ou est-ce que je fais un aménagement cyclable? Je pense que la première chose, c'est qu'est-ce que je veux pour les espaces publics? Si je veux des espaces publics qu'on partage, les aménagements, ils peuvent être de qualité sans être coûteux. Il y a plein de propositions dans les guides du CEREMA pour un aménagement frugal à tel endroit. Alors, moi, il y a un aménagement auquel personnellement je ne vois que des avantages, qui permet de réduire l'espace de circulation sans coûter cher. Ce sont les jardinières en béton. J'aime beaucoup, ça permet aux gens qui sont à côté d'adopter la jardinière, de mettre des plantes dedans, etc. Et c'est sympa. Statistiquement, je ne connais pas beaucoup d'automobilistes qui foncent volontairement dans une jardinière en béton. Donc ça permet de faire des aménagements qui ne coûtent pas grand-chose en montrant que la chaussée a changé. Alors ça présente un défaut indéniable, c'est que quand on a des bus un peu larges qui passent, ils rament un peu après ça. Voilà. Oui, Michel Delmas, je suis prédécesseur de M. Dumontier. Chacun aura compris ce qui nous différencie. Je reviens sur la Françoise, je m'adresse à M. Pasdior. Est-ce qu'on ne doit pas changer un petit peu la réflexion autour de cet aménagement? Il fut un temps, et j'étais auprès de vous quand on a travaillé à Françoise,
d'un point de vue touristique essentiellement, c'était l'argument principal. Mais j'ai entendu aussi aujourd'hui, je le savais bien évidemment, pratiquant le vélo, que la question du transit interurbain, quand les urbanités sont proches, doit être aussi prise en compte. Et est-ce qu'on ne doit pas revoir le plan de développement des pistes cyclables départementales avec l'éclairage des plans de déplacement urbain qui sont en train d'être mis en place? Alors je prends qu'un seul exemple qui me concerne, pour lequel je suis attentif, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Le plan de déplacement urbain sur Pont-Sainte-Maxence, Chantilly-Senlis, ça a montré qu'il y avait un très grand transit, et on était extrêmement étonné de ça entre Pont-Sainte-Maxence et Creil, bien plus important qu'on pourrait le penser. Or, c'est pas très loin, c'est une douzaine de kilomètres, en vélo c'est tout à fait possible, mais je propose à quiconque d'essayer de faire le transfert entre Pont-Sainte-Maxence et Creil, sur une berge ou sur l'autre. Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est extrêmement dangereux sur la rive gauche et sur la rive droite, c'est extrêmement boueux. Donc ça me paraît être une installation, un équipement qui doit être pris en priorité. J'ajouterais, alors je ne sais pas si ça marche encore, mais je parie fort, j'ajouterais qu'il faudrait, puisque j'ai la parole, qu'il faudrait faire attention aussi. Alors bien sûr, il n'est pas question d'éclairer toutes les pistes cyclables urbaines, mais il faudrait quand même bien faire attention parfois aussi à regarder l'éclairage de ces endroits où passe le vélo, pour l'usager du vélo et non pas celui de la voiture. J'ai été amené à aller un soir à une réunion de Pont-Sainte-Maxence à Saint-Martin-d'Angot pour aller y séjour. Le soir, pour revenir, je peux vous dire que j'ai été extrêmement inquiet pour ma vie. Donc avec l'éclairage des phares en face, etc. Donc si on veut faire la promotion Saint-Martin-d'Angot pour Saint-Maxence, il y a une véritable question de transfert, enfin de transport. Le vélo est une solution qui est tout à fait possible, mais il faut aussi regarder cet aspect. Je vous avais pas vu, donc bien le bonjour, monsieur le maire. Oui, effectivement, on a beaucoup évoqué tout à l'heure la Transoise dans sa dimension touristique. Mais la priorité du conseil départemental, du conseil général, du conseil départemental, depuis la création de la Transoise, c'est la double vocation. La vocation touristique, mais c'est un pan important, mais surtout la vocation quotidienne. Voilà, la mobilité, il faut qu'elle puisse profiter prioritairement, que ces infrastructures profitent prioritairement aux habitants du secteur géographique concerné. C'est pour ça que quand on a déployé l'itinéraire principal, les raisons et les choix qui nous ont guidés ont été de desservir les grandes agglomérations de manière à favoriser justement ces migrations pendulaires avec un déplacement actif, donc en vélo. Bon. Sachant en plus que les vélos à assistance électrique, à l'époque, on savait très bien que ça allait être amené à se développer, preuve en est aujourd'hui, on augmente les distances de déplacement. Et d'ailleurs, ce facteur-là, cet élément-là, va inciter les collectivités à augmenter les linéaires. Puisque les gens vont être capables de se déplacer plus longtemps sans plus se fatiguer, sans plus transpirer. Pour aller au travail, c'est quand même, je veux dire, un confort incommensurable. Ils vont se déplacer beaucoup plus souvent en vélo à assistance électrique. Donc ça, c'est un élément important. Alors effectivement, nous, on avait pris ces grands itinéraires avec ces problématiques. Sachant qu'après, on a développé le Paris-Londres, l'Eurovéloroute numéro 3, qui était la cerise sur le gâteau, qui donnait une valorisation touristique du territoire. Vous parliez tout à l'heure de la voie entre Pont-Sainte-Maxence et Creil. Vous saviez bien qu'elle était et qu'elle est dans les tuyaux, elle est encore inscrite sur la programmation de la Transoise. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gros projets fluviaux qui sont en cours. Le canal Seine-Nord-Europe, à partir de Compiègne jusqu'à Auponchel, 107 km. Et avec mes collègues des autres départements et de la région, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'obtenir des aménagements cyclables
le long et transversalement. En revanche, entre Compiègne, Creil, on n'aura pas le canal, mais on aura Magéo, mise au gabarit européen de l'Oise. Les études, on a une enquête publique, mais on sait très bien qu'il va y avoir des ressalements de méandres, que la rive droite va être impactée, parce qu'on avait déjà prospecté, il y avait un chemin qui pouvait être aménageable, sous réserve de solutionner les problèmes du foncier. Et là, on avait un morcellement du foncier absolument inimaginable. Bon, là, de toute façon, le problème va être réglé, puisque Magéo va être obligé de revoir tout ce parcellaire. Le côté gauche, la rive gauche, on va peut-être en faire une zone d'expansion, enfin voilà, donc il y aura des impacts qui seront induits par Magéo, mais toujours est-il, c'est que nous n'oublions pas cette volonté que de relier Pont-Sainte-Maxence. Rappelez-vous, en son temps, on avait les soucis de la zone d'activité avec les entreprises classées. On ne pouvait pas passer. Enfin, bref, voilà, on n'a pas eu le temps de solutionner tout ça. Mais toujours est-il que le projet existe toujours et qu'on profitera du projet Magéo. Enfin, pour terminer sur l'éclairage. L'éclairage hors agglomération, parce que la Transoise elle est sous maîtrise d'ouvrage départementale hors agglomération, nous, on ne va pas mettre de l'éclairage hors agglomération. Ça va nous coûter un pognon de dingue, comme dirait d'aucuns. Et puis, je veux dire, on n'a pas vocation à recréer une simili-voie routière, quoi, avoir les mêmes contraintes que ce qu'on trouve ailleurs. Voilà, parce que ça nous coûte très cher, et puis aussi on a des contraintes environnementales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une autorité environnementale qui maîtrise quasiment tout, et qui décide de tout, même si on peut faire des aménagements à 10 km, enfin bref, on va en passer dessus, mais c'est qu'il faut se conformer aux directives, et on est obligé d'avoir des accords en fonction des sites traversés au niveau environnemental et architectural. Juste peut-être compléter. Alors, ce que disait M. Delmas, c'était effectivement la question de la visibilité, mais surtout c'est la gêne aussi par les véhicules, enfin, notamment les pistes cyclables qui sont au bord des routes, la gêne par les phares des voitures qui sont en face, où l'éclairage qu'on a sur son vélo ne permet pas de voir là où on roule, quoi, en fait, et on est éclairant gêné. Donc alors, c'est peut-être des dispositifs pas forcément d'éclairage, mais peut-être des dispositifs qui masqueraient, voilà, qui masqueraient le répétiteur est enlevé sur le feu. Et c'était une question, est-ce que vous préconisez le retrait du répétiteur? Alors, par rapport au répétiteur, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on regarde l'instruction internationale à l'assignation routière, enfin, c'est bien, le répétiteur, c'est une mesure, c'est facultatif. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'instruction, il y a un moment, ce qui était marqué par rapport au répétiteur, ce qui était indiqué, le répétiteur, c'est la règle générale. Ça a été modifié depuis, maintenant c'est passé facultatif, mais je pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles on a un répétiteur pratiquement à tous les feux. Nous, par rapport à cette question-là, en France, par rapport à cette question-là, on est en train d'évaluer justement sur la métropole européenne de Lille, le respect des sas vélo suite à une suppression des répétiteurs sur une commune de la métropole européenne de Lille, donc sur 3 carrefours à feu. C'est une expérimentation qu'on est en train de mener, qui avait déjà été menée sur Nantes. Il y en avait déjà eu une sur Nantes, mais qui n'avait pas forcément montré de résultats significatifs, sauf lorsque, comme le disait Mme Banoun, le fait d'avoir en tout cas, ce qu'a montré cette évaluation à Nantes, c'est le fait d'avoir des forces de l'ordre, ça c'était quand même beaucoup plus respecté. Donc ce qui montre bien que c'est un aménagement qui est connu quand même par certains automobilistes. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, par rapport aux répétiteurs, on est en train de mener sur la métropole européenne de Lille une expérimentation pour voir si le fait de supprimer le répétiteur permet d'augmenter le respect du sas vélo.